Voilà, on y est. Ça fait presque 10 ans que le monde entier s'est réuni pour prendre un engagement historique sur le climat. Un moment où, franchement, on a tous eu un peu d'espoir. Alors, 10 ans plus tard, il est temps de faire les comptes. La question, au fond, elle est toute simple. Est-ce que cette grande promesse, celle de l'accord de Paris, a été tenue? Mais pour y répondre, il faut d'abord se rappeler pourquoi c'était si vital. Parce que, soyons clairs, la crise climatique, c'est pas un truc abstrait. C'est maintenant, et ça frappe fort. Le rapport d'Oxfam le montre bien. Des millions de vies sont chamboulées, que ce soit aux Philippines, au Brésil, au Bangladesh ou dans la Corne de l'Afrique. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, ça se passe avec un réchauffement moyen de seulement 1,3 degré. C'est dans ce contexte d'urgence absolue qu'on doit juger l'accord. Alors, petit retour en arrière si on veut bien. On est en 2015. C'est un moment vraiment sans précédent. Pour la toute première fois, la planète entière se met d'accord sur l'urgence d'agir, ensemble. Et là, l'objectif, il était limpide, basé sur la science. On doit tout faire pour rester sous le seuil critique de 1,5 degré de réchauffement. C'était ultra ambitieux, bien sûr, mais c'était vu comme le seul chemin possible pour un avenir à peu près sûr. Voilà, ça, c'était la promesse. Ok, ça c'était la promesse de 2015. Maintenant, passons à la réalité de ces 10 dernières années. Et comme on va le voir, le bilan est, disons, contrasté. Et là, on voit tout de suite un point super important. L'accord a servi à quelque chose, il n'a pas été inutile. Les analyses, comme celle du CNRS, montrent que sans lui, on filait tout droit vers un scénario catastrophe de plus 4, voire plus 5 degrés. L'accord a donc bien fait dévier la trajectoire. Mais, et c'est là que le bât blesse, la trajectoire actuelle nous emmène quand même vers un monde extrêmement dangereux. Voilà l'objectif, le fameux chiffre, la limite à ne surtout pas dépasser. Et là, c'est la douche froide. L'écart entre l'ambition et la réalité est juste abyssal. Et cet écart, il s'explique par une différence énorme entre ce que la science nous dit de faire et ce que les pays s'engagent réellement à faire. Ce graphique, il est parfait pour comprendre le problème. D'un côté, la science nous crie qu'il faut baisser les émissions de 42% d'ici 2030 pour tenir le cap. De l'autre, quand on additionne toutes les promesses actuelles des pays, on arrive à une baisse de 4%. Oui, juste 4%. On est très très loin du compte. Mais attention, le problème, ce n'est pas juste les émissions. Il y a un autre pilier de l'accord qui est en train de s'effriter, la solidarité financière, cette fameuse bouée de sauvetage pour aider les pays les plus vulnérables à faire face et à s'adapter. La promesse financière, elle, était claire et nette. 100 milliards de dollars par an des pays riches vers les pays en développement. Et ce, à partir de 2020. Alors, la promesse a-t-elle été tenue? Sur le papier, on pourrait croire que oui. Les pays riches affirment avoir mis 116 milliards sur la table en 2022. Sauf que des analyses indépendantes, comme celle d'Oxfam et de Care, racontent une toute autre histoire. Une fois qu'on regarde ce qui est vraiment de l'aide et non des prêts, la valeur réelle tombe entre 28 et 35 milliards de dollars. C'est à peine un tiers de la somme annoncée. Et la raison de cet écart, la voilà. Près de 70% de ce qu'on appelle l'aide est en fait constitué de prêts. Des prêts qu'il faut rembourser, souvent avec des intérêts. Le résultat, c'est que ce système vient en fait endetter encore plus des pays qui, ironiquement, sont les moins responsables de la crise, mais qui en subissent le plus durement les conséquences. Heureusement, face à tout ça, l'accord de Paris avait prévu un garde-fou, une sorte de mécanisme d'évaluation intégré, le premier bulletin de notes officiel de la planète. Ça s'appelle le bilan mondial, ou Global Stocktake en anglais. Pensez-y comme le grand examen de passage planétaire qui a lieu tous les 5 ans pour voir où on en est et pour surtout rehausser l'ambition. Le tout premier vient d'avoir lieu et il en est sorti une feuille de route assez claire. Dans les faits, ce bilan mondial a mis sur la table des actions très concrètes, tripler les renouvelables, doubler l'efficacité énergétique et surtout un truc historique, on a écrit noir sur blanc pour la première fois qu'il faut amorcer une transition pour sortir des énergies fossiles. C'est un signal politique énorme. Mais pour que ça se concrétise, il faut un minimum de stabilité. Seulement voilà, tout ça, c'est bien joli sur le papier, mais ça se heurte de plein fouet aux réalités et aux tensions géopolitiques. L'exemple le plus frappant, c'est bien sûr les États-Unis. C'est l'un des plus gros émetteurs de la planète. Ils signent en 2015, puis ils sortent, puis ils reviennent, et maintenant on reparle d'une éventuelle sortie. C'est un yo-yo permanent et ça crée une instabilité énorme. Et quand un poids lourd comme les États-Unis joue à ce jeu-là, ce n'est pas juste anecdotique, ça fragilise tout l'édifice. L'accord de Paris, il ne fonctionne que si tout le monde joue le jeu. Si un acteur aussi majeur décide de quitter la table, ça démotive tout le monde et ça met en péril l'effort collectif. En réponse à cette instabilité, l'Union européenne, elle, a voulu marquer le coup et a réaffirmé son engagement total. Cette déclaration d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, montre bien que certains acteurs sont déterminés à garder le cap, peu importe les tempêtes. Et c'est important de se souvenir pourquoi on parle de tout ça. Le financement pour le climat, ce n'est pas juste une ligne dans un budget. C'est une question de justice et même de survie
pour des millions de gens qui sont en première ligne. Alors, si on devait faire le bilan de ces 10 ans, en quelques points, ça donnerait quoi? Primo, l'accord a eu un effet. Il nous a évité le pire du pire. Secondo, on est encore très loin de l'objectif de 1,5 degré. Tertio, le volet de la solidarité financière est clairement défaillant. Et enfin, l'avenir même de l'accord est suspendu à un fil à cause de l'instabilité politique. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse en fait. Est-ce qu'une promesse mondiale, même historique, peut vraiment suffire pour régler une crise d'une telle ampleur? La prochaine décennie sera sans aucun doute absolument décisive pour le savoir. Merci d'avoir suivi cette analyse.